Bonjour, c'est Mac Adélaran de la Gazette de Rennes-la-Château. Je suis donc au Jardin de Marie à Rennes-la-Château avec David Gallet. Bonjour Mike. Bonjour, on s'est vu il n'y a pas très longtemps. Absolument, j'ai fait comme toi, j'ai mis des lunettes de soleil. Voilà. Donc tu étais dans le cycle de conférences organisé par Jean-Patrick Martin à Rennes-la-Château. Et tu as fait un dossier donc, sur Poussin. Nicolas, il y a différents Nicolas, il y a plein de Nicolas. Ah, il y a plein de Nicolas. Il n'y a pas un seul Nicolas. Mais... c'est ça. Tu vas nous parler un petit peu de ton intérêt pour les bergers d'Arcadie, et justement le tableau de Poussin et le lien en fait avec Rennes-la-Château. Alors, j'ai pas un intérêt particulier sur Poussin, si ce n'est que c'est un tableau, les fameux bergers d'Arcadie, deuxième version donc de Nicolas Poussin, est quand même très souvent représenté dans l'affaire de Rennes-le-Château. Et j'ai voulu savoir, alors je savais plus ou moins pourquoi, mais j'ai voulu creuser un petit peu pour savoir s'il y avait vraiment des mystères autour de ce Et in Arcadia Ego, et faire des recherches, que ce soit sur l'origine de cette locution latine, éventuellement aussi les premiers à en avoir parlé, ou éventuellement les premiers à l'avoir représenté, et également après tous ceux qui ont suivi le mouvement, parce qu'à partir de Guerchin et Nicolas Poussin, il y a eu un mouvement qui a été suivi, qui est difficilement compréhensible, si ce n'est à l'époque romantique. Mais c'est assez étonnant, il y a pas mal de choses qui sont assez étonnantes. Parce qu'on est à l'époque de 1638, 1640 on va dire. C'est pour les bergers quoi, c'est voilà, c'est ça. Deuxième version. Oui, parce qu'il y a la première version et la deuxième version. Oui, Nicolas Poussin était assez, a priori, perfectionniste, très axé sur la géométrie sacrée ou la géométrie tout court. Et c'est vrai qu'il était, comment dire, presque jamais satisfait de son travail. Et du coup, il faisait des deuxièmes versions, qui étaient quelquefois aussi des commandes. Et aussi, il y a quelque chose de très intéressant, c'est le code DM. Alors, et ça c'est un peu spécial parce que il faut raconter un petit peu l'histoire. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une époque où il y avait une sorte de mode de faire des folies, on va dire, si on peut dire ça, des très riches propriétaires terriens qui avaient de grands domaines, et sur ces grands domaines, ils mettaient des monuments, quelquefois très exotiques, la plupart c'était pour rappeler des voyages, qui symbolisaient l'Égypte, la Grèce, etc. Et là en l'occurrence à Shugborough Hall, donc on est au Royaume-Uni, là il y a un personnage qui s'appelle Lord Hanson, qui va faire pas mal de monuments. Alors il a voyagé beaucoup, ce Lord Hanson, c'est un navigateur, et parmi ces monuments qui représentent tous des endroits assez symboliques dans le monde, il y en a un qui ne représente pas un endroit symbolique dans le monde, c'est discutable, c'est une stèle qui s'appelle The Shepherd's Monument, qui est en fait la représentation des bergers d'Arcadie, gravée dans la pierre. Mais alors il a fait quelques petits changements, quelques petites modifications. Sur le tombeau de Nicolas Poussin, que je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas, des bergers d'Arcadie, il va mettre un autre tombeau, un peu plus petit, et au-dessus de ce plus petit tombeau, il va mettre une petite pyramide. Ce qui est encore plus curieux, c'est que les bergers d'Arcadie ne montrent pas exactement la même lettre que sur le tableau original de Poussin. Et ce qui est encore plus rigolo, c'est que juste en dessous de cette gravure, on va dire, qui est inversée en plus, il y a un code, on peut pas dire autre chose, c'est-à-dire une suite de lettres, et cette suite de lettres, elle débute par un D, puis un point, un grand espace, suite de lettres, et elle finit par un point et un M qui est un petit peu isolé également à la fin. On l'a appelé le code DM. Alors c'est peut-être aussi probablement quelque chose qui veut dire dis manibus, c'est-à-dire que c'était au man, c'était ce qu'on mettait en gros sur les sépultures romaines par exemple. Et ça peut être Deus Mater, ça peut être tout ce qu'on veut. En tout cas, ce qui est très étrange, c'est que ce code, il y a eu un jeu d'ailleurs organisé par le parc, qui aujourd'hui est une propriété publique, et c'est pas public d'ailleurs, en fait c'est privé. Et les gens du parc ont organisé une sorte de concours pour savoir qui pourrait résoudre l'énigme du code DM. Et jusqu'à ce jour, ça reste encore un mystère, même s'il y a des théories des hypothèses qui sont assez sympas. Alors il y a ce fameux tombeau des Pontiles, le meilleur des Pontiles bien sûr, mais il y a aussi ce tombeau qui a disparu en 1988. Les propriétaires n'étaient pas très contents, ils en avaient marre des gens qui venaient. Ouais. Pour toi, est-ce que ce serait le lieu alors de Poussin? Alors c'est compliqué ça, parce que ce tombeau-là, il apparaît en fait dans sa figure actuelle dans les années 30, on va dire. Il y avait quelque chose avant qui était probablement un peu plus simple. C'est voilà, c'est Gérard de Sède qu'on parle exactement, donc on est sur la route de Serres ou Cérès, je ne sais pas comment on prononce. Serres, ouais, c'est ça. Là aussi, voilà, il y a exactement le méridien qui passe par là. Et effectivement,
c'est vrai que quand on regarde le paysage, quand on regarde des photos où à l'époque ce tombeau existait, c'est quand même assez étonnant. Certains y trouvent effectivement une vraie allusion au berger d'Arcadie. Or, il n'y avait pas d'inscription Et in Arcadia ego sur ce tombeau-là. Il a été, on va dire, habité, si on peut dire ça comme ça, par plusieurs corps. Et dans les années 30, là, ce sont des corps momifiés qui ont été mis dedans, y compris d'ailleurs des chats, je crois. Et puis voilà, bon, c'est une famille un peu particulière, américaine notamment. Bref, en tout cas, le propriétaire suivant, on a eu un petit peu marre parce qu'à partir des années 60-70, là pour le coup, après le roman voilà, avec Laure de Rennes, il y a eu énormément de monde. Voilà, des chercheurs qui venaient, qui fouillaient sous la tombe, dans la tombe, etc. Il y avait quand même bon, de la famille, hein, donc effectivement le propriétaire s'est bien énervé. Alors, les corps n'étaient plus là, ils ont été rapatriés après. Et donc du coup il a dynamité carrément le monument en question à partir de 1988. Alors il y a un lieu dont tu as parlé dans ta conférence, très intéressant, c'est en Corse. Ces fameuses stèles là, les Carbonari, la société des forestiers, hein, qui après a amené à Memphis, à Montauban, Memphis, Israël, Est-ce que tu peux nous parler de ce lieu qui est très particulier? Alors en fait il y a deux lieux, il y a Piedi Croce, et Piedi Croce c'est, on va dire, vous prenez Bastia, vous descendez un petit peu, on va dire une quarantaine de kilomètres, et c'est un petit peu dans le, on va dire dans le nord-est, on va dire le nord-ouest pardon, de la Corse. C'est un tout petit village qui est vraiment un pays pas de mine, et dans ce village on a découvert qu'il y avait un temple maçonnique. Alors c'est pas vraiment maçonnique, c'est évidemment Carbonari. Et dans ce temple, il y a la représentation au plafond, vraiment une belle fresque des bergers d'Arcadie Nicolas Poussin. Sauf que c'est marqué sur le tombeau Et in Arcadia Eco et non pas Ego. Alors c'est probablement une référence pour certains au Carbonari, ce qui me paraît tout à fait logique, et pour d'autres à Casalta. Et Casalta c'est vraiment tout près, hein. C'est fait, alors à vol d'oiseau c'est peut-être à 1,5 km. Bon, à pied, en voiture, c'est un petit peu plus compliqué. Mais... Et là, à Casalta, il y a quelque chose qui est vraiment mystérieux et on n'a pas l'explication encore aujourd'hui. On pense que c'est lié à des lieux de réunion d'une société. Une société forestière. D'une société Carbonari, absolument. Et on a des alignements de menhirs, on va dire, de pierres dressées, avec beaucoup de symboles dessus, des chiffres, des lettres, des trous, des étoiles, etc. Ouais. Donc il y a une grande partie de ces stèles qui ont disparu aujourd'hui, malheureusement. Alors j'ai pu en voir quelques-unes. Certaines sont même d'ailleurs au bord de la route aujourd'hui. Hein. Il faut vraiment avoir l'œil pour le savoir. Globalement, il devait y en avoir une douzaine au départ. Et aujourd'hui, il n'en reste plus que 4 ou 5, je crois. Et le C rappelle un C qu'on retrouve ici, Notre-Dame de Marseille, avec un C. Ah oui? Oui, avec un C. Ah bah oui, forcément, c'est vrai. C'est vrai. Quel mystère à Rennes-le-Château te surprend le plus et t'intéresse véritablement ou continue à t'intéresser? Globalement sur Rennes-le-Château. Sur l'affaire de Rennes-le-Château. Alors, comme on a eu toutes les théories, c'est-à-dire que Saunière aurait trouvé quelque chose de monétaire, qu'il aurait fait du trafic de messe, qu'il aurait fait du trafic en tout genre, d'ailleurs, y compris du rhum et tout un tas de choses. Il y a un moment, on peut se dire, effectivement, c'était juste quelqu'un qui, comment dire, aimait bien l'argent, aimait bien le luxe, aimait bien l'apparat, et voilà, mais ça pourrait presque s'arrêter là. Moi, ce qui me questionne toujours, c'est effectivement l'organisation de l'église, les symboles qu'on peut y retrouver pour certains qui franchement sont quand même pas communs, surtout les fresques. Et puis voilà, on parle de tours par exemple dans l'église, les tours sont vraiment présentes absolument partout. Personne ne fait trop gaffe d'ailleurs au-dessus de la Vierge qui est sortie de l'église, sur ce fameux pilier carolingien. Cette Vierge-là, elle a aussi 2 tours. Ce qui est logique dans la représentation, mais c'est assez curieux, ça ressemble vraiment à un miroir, puisqu'on a 2 tours aussi dans le jardin. Voilà. La tour noire et blanche, il y a toute la théorie de Ferral, Alain Ferral, Alain Desnardeau en blanc, Saunière en noir. Mais voilà, quoi qu'on pense de l'affaire Saunière, peut-être qu'il n'y a rien, que c'est juste un petit trésor, etc. Il y a quand même une histoire de codes, de symboles qui sont étonnants. Voilà. Et tu n'es pas étranger à l'affaire, parce que déjà tu avais fait avec Jean-Patrick Costa
Code d'Avanti. Oui, il y a quelques Voilà. années. Et puis sur France 2, Oui, pas France encore en 2003, Oui, oui, on a ça, fait la maquette, la fameuse maquette. Ah oui, c'est vrai, Cette fameuse maquette d'André. Ouais. Eh oui, c'était mon. Tout à fait, peut-être un peu aussi. J'ai découvert cette affaire effectivement avec un très bon conteur qui est André Douzet. On peut dire un conteur. C'est un conteur, voilà. Un conteur, il n'est pas obligé de raconter toute la vérité non plus, a priori. Sur l'affaire autour de René Château, on va dire qu'il y a d'autres lieux aussi qui t'intéressent, hein, des lieux mystérieux, d'autres localités qui t'intéressent tout autour. Alors, il y a l'église de Serres justement, Ouais. qui, Oui, avec sa double croix, ouais, qui est quand même assez curieux. Ouais. La pierre dressée, évidemment. Voilà, le Minière Pontif. C'est vrai, quand on est devant et qu'on voit les deux rochers, on a l'impression que c'est pas évidemment un hasard si elle a été plantée là. Ouais, absolument, oui. Il y a tout un tas de choses. Rennes-les-Bains, évidemment, l'église de Rennes-les-Bains est fantastique parce que les tableaux, alors c'est pas du tout le même système de codage, mais le bouquin de Boudet, évidemment. Il y a le Cromlech dans Rennes-les-Bains. Et le Cromlech, oui, tout ça est intéressant, mais voilà, l'affaire Gélis à Custossa, c'est une énigme aussi. Donc oui, on est entouré de mystères. Il y a beaucoup de mystères qui ont été rajoutés après coup, donc on a 17 couches de peinture là-dessus, mais une fois qu'on a enlevé toutes les couches de peinture qui ont été rajoutées au fil du temps, les premiers faits sont quand même intrigants. Ouais. On est dans une bulle un petit peu, justement, de merveilleux ici. Ah oui, c'est un pays fantastique, il y a tout, il y a le décor, il y a les gens, on rencontre des gens, personnages véritablement. Il y a Christian Noumer. Voilà, oui, effectivement, il y a tous les, c'est presque une série télé, parce qu'il y a des rebondissements, on retrouve une archive, il y a des guéguerres, mais non, c'est moi qui ai trouvé, je le sais, enfin bref. Non, c'est vraiment, on est dans un film, et ça nous sort vraiment du quotidien. Chacun est le propre auteur du film, c'est ça. Et crée sa belle histoire. Toi-même, tu es un personnage de l'histoire, peut-être que j'en suis un, mais voilà, on a tous notre style, notre truc, et c'est juste génial. Et on est tous avec le même scénario en main, sauf que on l'écrit à notre manière. Sur une conclusion, sur quel projet travailles-tu? Peut-être un livre, un film? Alors j'ai terminé l'écriture d'un bouquin sur les enfants et le paranormal, et là du coup ça sort en septembre. Je vais commencer là, à partir du 15 août le montage d'un documentaire sur Rennes le Château. D'accord. Avec quelques tu as été à la Fontaine de Lyon d'ailleurs, cette fameuse fontaine je ne dirai rien. Et puis quoi d'autre, d'autres projets mais qui n'ont pas grand chose à voir avec le mystère, et bien que aussi peut-être, mais je préfère pas en parler pour l'instant. On va s'arrêter là. Voilà. Eh bien, merci beaucoup David. Merci à toi Mike. Et à très bientôt dans le Razès. À très vite.